Bonjour Patrick Moratoglou. Est-ce que vous trouvez que Léon XIV a un bon mental ? Pour être élu pape, je pense que c'était pas facile. Il a dû faire son chemin, trouver sa voie, et je pense qu'il y avait beaucoup de concurrents, donc je pense qu'il a un bon mental, oui. Est-ce qu'il a un potentiel infini, et lui en plus il a le potentiel de l'infini ? Exactement. Après ces bons mots, je ne sais plus quoi dire. Si, Quelle introduction. Il y a plein de choses à dire parce que votre potentiel est infini. C'est le titre de votre livre chez Albin Michel et il est passionnant. Il raconte le destin d'un petit gars harcelé à l'école. C'était ce que vous abordez déjà dans un livre qui était paru il y a une dizaine d'années, qui était votre autobiographie. Mais vous le rappelez, vous avez été persécuté par les profs, maladivement timide, sans amis, en butte à l'incompréhension paternelle et qui va finir par remonter la pente grâce à deux choses. La volonté et le tennis. Le secret, dites-vous, c'est le mental. Et le mental, pour trouver le mental, il faut, vous dites, trouver son truc pour prendre confiance en soi. Oui, moi j'ai eu de la chance en fait, c'est que je suis tombé dans le tennis à 4 ans, par hasard complètement. Je me suis retrouvé dans un club de tennis, j'ai pris une raquette et je suis tombé amoureux du tennis. D'ailleurs, 50 ans après, je suis toujours amoureux du tennis. Donc c'est une très très longue histoire d'amour, mais c'était mon truc. Et en fait, j'étais en échec dans tout. Comme vous venez de le dire, j'étais en échec scolaire, j'étais dernier de la classe, j'arrivais pas. J'étais en échec dans ma vie affective parce que j'avais des difficultés énormes à communiquer avec les gens, à me lier avec les gens. J'étais d'une timidité vraiment surréaliste. Ma grosse hantise dans la journée, c'est que quelqu'un me croise mon regard et m'adresse la parole, tellement ça me tétanisait. Donc j'étais beaucoup seul. Et puis tout ça, ça générait beaucoup d'angoisse. Et je faisais des crises d'angoisse toutes les nuits. Un gros stress. Tout était stressant pour moi. Et donc, toutes les nuits, c'était crise d'angoisse, panic attack, comme disent les Américains. Parce que c'était vraiment ça, toutes les nuits. Et donc, ma vie était vraiment cauchemardesque. Et ce tennis m'a sauvé parce qu'en fait, j'ai trouvé une activité dans laquelle j'étais bon à quelque chose, ce qui était le cas nulle part ailleurs. Et j'avais un espace dans lequel je pouvais m'exprimer et dans lequel je me sentais bon à quelque chose. Et si j'avais pas eu ça, je sais pas ce que je serais devenu. Mais pouvoir, et je dis ça pour tous les jeunes, trouver une activité dans laquelle on s'épanouit, on se sent valorisé parce qu'on est bon à quelque chose, et on construit quelque chose, parce que j'ai construit un niveau de jeu, c'est essentiel dans la construction de la confiance des uns et des autres. C'est pas suffisant, mais c'est indispensable. C'était finalement autre salle, autre ambiance. C'est ça qui est très intéressant, notamment au début de votre livre, où vous racontez que une fois que vous étiez sur le court de tennis, c'était une toute autre atmosphère, et donc vous aviez un autre... vous représentiez des choses complètement différentes, vous étiez dans un autre univers, et c'est là où progressivement vous reprenez confiance en vous et vous êtes un peu quelqu'un d'autre. Oui, je suis quelqu'un d'autre parce que je me sens bien. Dans ma vie de tous les jours, je me sens mal, je me sens inutile et je me sens nul, tout simplement. Et donc c'est aussi pour ça que j'arrive pas à parler, parce que j'ai l'impression que ce que je vais dire n'a aucun intérêt, que je n'ai aucun intérêt. Je n'ai aucune valeur. Mon estime de moi était vraiment à zéro. J'ai un petit peu reconstruit cette estime de moi sur le court parce que, encore une fois, j'étais bon dans cette activité. Les gens voyaient que j'étais bon, donc j'étais valorisé. C'était le seul endroit où je l'étais. Je ne pouvais pas l'être ailleurs. Et c'est vrai que même cette timidité complètement maladive l'était beaucoup moins sur le court parce que, évidemment, j'avais plus confiance en moi. Donc ça a été essentiel. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. La confiance ne se construit pas uniquement dans un lieu, elle doit se construire partout, l'estime de soi, et je l'ai construite par une décision, la décision de passer à l'action, mais il m'a fallu un petit peu de confiance, et le tennis m'a donné cette petite confiance qui m'a permis de passer à l'action ensuite, et avec des petites victoires, ce que j'explique dans le livre, des petites victoires quotidiennes, même toutes petites. Quand on répète ça tous les jours pendant des mois, des années, évidemment, on construit un édifice qui s'appelle la confiance en soi. Et la confiance en soi, vous avez su la communiquer également aux personnes que vous avez entraînées. Vous avez voulu être joueur de tennis professionnel, vous n'y êtes pas arrivé, mais autre échec, l'échec a une place dans votre livre, tout ce qui permet de forger à la fois les leçons et la volonté, vous l'expliquez, et vous en avez tiré un certain nombre de leçons.
avant justement de voir les leçons que vous en tirez de façon générale et pour la vie quotidienne, pas simplement pour les fans de tennis, peut-être un retour sur ce qui a été à la fois votre carrière et puis les enjeux actuels du tennis. D'abord, cette édition de Roland-Garros va être marquée par le départ de Richard Gasquet et de Rafael Nadal. Comment analysez-vous la rivalité entre les deux ? Entre Rafael Nadal et Richard Gasquet, il n'y a pas vraiment de rivalité parce que y a un joueur qui a marqué l'histoire, qui a gagné Roland-Garros comme personne n'aurait imaginé que quelqu'un aurait pu gagner ce tournoi tant de fois, qui a dominé le tennis sur terre battue de façon unique dans l'histoire de ce jeu. Et puis on a Richard qui est un joueur français de premier plan, qui a fait une très très belle carrière, qui était top 10, mais... Je pense que Richard dirait la même chose que moi. À chaque fois qu'ils se sont affrontés, il n'avait aucune chance. Mais au début, dans les premières rencontres, c'est Richard Gasquet qui l'emporte. Et finalement, est-ce que je veux bien que le potentiel soit infini, mais parfois le problème, c'est d'avoir un gros potentiel dès le départ, ce qui était le cas de Richard Gasquet, qui était, semble-t-il, dans les premières rencontres, quand ils sont adolescents, même sortir de l'enfance, bien supérieur à celui de Nadal. Oui, mais parce que les gens voient le potentiel là où il n'est pas. On parle de potentiel tennistique, mais on ne devient pas un champion avec son tennis, on devient un champion avec son mental. Or, Rafael Nadal est un monstre mentalement, comme Novak Djokovic est un monstre mentalement aussi. On gagne des grands chelems avec sa tête, on devient champion avec sa tête. Donc ce n'est pas une question de potentiel tennistique. Le potentiel tennistique est toujours limité. Le pouvoir du cerveau n'est pas limité. Et j'ai eu la chance... Et c'est là que se trouve le potentiel. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Tous les gens exceptionnels, qui ont fait des choses exceptionnelles, que ce soit dans le tennis ou ailleurs, c'est des gens qui ont des processus mentaux qui sont différents des autres, qui ont une confiance dans leur capacité sans limite. Et d'ailleurs, il y a un petit élément qui est intéressant à constater, c'est que tous ces joueurs qui deviennent des grands champions, on voit qu'ils progressent très très vite au classement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de barrière mentale. Le joueur est 80... Vous racontez d'ailleurs l'anecdote d'un joueur que vous entraînez au début, et en fait quand il vous dit je vais y arriver, je vais vraiment faire la remontada, vous n'y croyez pas. Mais vous ne lui dites pas et vous dites ok, on se retrouve demain, maintenant on va se mettre au travail. Et à votre grande surprise, pas la sienne, il y arrive. Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois, surtout en début de carrière, parce que j'ignorais tout ça. J'ai découvert tout ça sur le terrain. Je raconte l'histoire de Marcos Baghdatis, qui à l'époque est 300e mondial, qui se qualifie dans un tournoi ATP, qui est en finale, et qui joue un joueur qui est 14e mondial, et le début de match, il est mené 4-1, et l'adversaire est juste meilleur que lui partout. Meilleur coup droit, meilleur revers, meilleur service. Il bouge mieux. Et je regarde le match, et je me dis, c'est bien, il a été en finale, c'est déjà pas mal. Il ne gagnera pas ce match. Et il le gagne. Il le gagne parce que pas un instant, il a pensé qu'il pouvait le perdre. Et qu'il y a cru, et qu'il a trouvé des solutions. Et ça, c'est les meilleurs joueurs du monde sont les meilleurs compétiteurs. Et je raconte l'histoire avec Holger Rune aussi, qui est jeune, qui, quand je démarre avec lui, il a 19 ans. Il reste sur 6 premiers tours consécutifs quand je démarre avec lui. Et puis, il y a 3 tournois devant... On démarre, et puis il y a 3 tournois, un ATP 250, un 500 et un 1000. Le 1000, c'est Paris-Bercy. Et il me dit, je veux gagner les 3, comme ça, je vais pouvoir faire le Masters. N'importe quel coach aurait dit, mais le mec est fou de dire un truc comme ça. Enfin, c'est irréaliste. Mais maintenant, j'ai beaucoup d'expérience. Je sais que ça ne l'est pas. Et je lui dis, très bien, on y va, c'est parti. Il a gagné le premier, il a fait finale du deuxième, et il a gagné Paris-Bercy en battant 5 top 10, dont Alcaraz en demi, et Djokovic en finale. Mais n'importe quel observateur aurait dit, c'est pas possible. J'ai travaillé 10 ans avec Serena, qui a fait des choses impossibles. Alors, aussi. Vous avez justement entraîné Serena Williams, 23 titres individuels en Grand Chelem, quadruple championne olympique. Stefanos Tsitsipas, là vous avez été plutôt coach, Marion Bartoli aussi à ses débuts. C'est en les voyant faire que vous avez forgé cet axiome, l'objectif est moins important que le désir de l'atteindre. Oui, atteindre l'objectif, c'est génial, mais ça dure pas longtemps. On reçoit le trophée, on est heureux, et puis les champions, quand ils se descendent les escaliers, quand ils ont fini la remise du trophée, ils se reprojettent dans autre chose immédiatement. Et je raconte cette anecdote. Vous incitiez les champions à se reprojeter. Bien sûr. Le danger doit être de s'endormir sur les lauriers, c'est ça ? Le danger, c'est de ne pas avoir d'objectif dans la vie.
quand on n'a pas d'objectif, c'est terrible. Et je pense qu'il n'y a rien de pire. Les champions ont cette faculté. Serena gagne Roland-Garros en 2013. On démarre en 2012 ensemble. Elle revient au premier numéro 1 mondial et elle me dit mais je veux gagner Roland-Garros. Je n'y arrive pas. Ça fait 11 ans que je perds. Et est-ce que tu peux faire un plan pour que je gagne Roland-Garros? Je lui dis oui. On est en début 2013. Elle gagne Roland-Garros en 2013. D'ailleurs, elle ne perd pas un match sur terre battue de toute l'année, ce qui est incroyable parce qu'elle n'a jamais très bien joué sur terre battue. Et lorsque la cérémonie de remise du trophée est terminée, elle descend les escaliers, elle me dit viens avec moi, je vais m'étirer. Et 5 minutes après, mais vraiment 5 minutes après, un titre qu'elle poursuivait depuis 11 ans, elle me dit bon maintenant il faut gagner Wimbledon. Et à ce moment-là, je sais qu'elle a déjà oublié. C'est terminé. Elle s'est déjà projetée vers son prochain objectif. Et le plaisir vient de ce trajet entre où je suis aujourd'hui et là où je rêve d'aller demain, ces objectifs. C'est tout ce trajet-là qui est extrêmement excitant, exaltant, et les champions savent aimer ce moment-là. Mais une fois qu'un champion parvient à une fin de carrière, vous avez dû accompagner ça, comment on gère justement? Parce qu'il n'y aura plus ces objectifs de gagner. Comment on va gérer la fin de carrière de Djokovic? Comment le coach de Djokovic va l'aider à gérer cette fin de carrière? Comment le coach de Nadal va l'aider à gérer cette fin de carrière? C'est une très bonne question. D'ailleurs, on le voit avec Djokovic, c'est un très bon exemple. Djokovic avait un grand objectif, quelque part dans sa vie, c'était de devenir le plus grand. Il était au combat avec les 2 autres plus grands qui étaient en avance sur lui. Federer, Nadal. Il a fini par les battre, il les a battus sur tous les plans. C'est-à-dire qu'il a les records. Comment il y est arrivé? Parce qu'en plus, on rappelle qu'il est en plus battu par les éléments. Après le Covid, il est quasiment viré de la compétition mondiale, il est champion olympique. Oui. Non, mais pour moi, c'est le plus gros mental du tennis, de loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait en face de lui les 2 plus grands joueurs de l'histoire. Quand il est arrivé, Federer et Nadal étaient déjà au top et tout le monde les pensait imbattables. D'ailleurs, ils n'avaient pas tort, hein, personne ne les battait. Ils gagnaient absolument tout. Et Novak Djokovic arrive, il a 19 ans et il dit je vais les battre. Donc, à l'époque, il se fait tirer dessus à boulet rouge par tout le monde en disant qu'est-ce que c'est que ce type, pour qui il se prend? Ce à quoi il avait répondu, je ne suis pas prétentieux, j'ai une énorme confiance en moi. Cette confiance lui a permis de devenir le plus grand. Et encore une fois, avec un tennis qui est beaucoup moins impressionnant que celui des 2 autres. Patrick Mouratoglou, c'est passionnant de vous écouter, mais je vois le temps qui file et ça me désole. C'est votre livre est vraiment passionnant et vous écoutez est passionnant. Alors, des réponses courtes. Pourquoi Roland-Garros est le plus grand tournoi du monde devant Wimbledon? C'est une bonne question. Beaucoup de gens pensent que c'est Wimbledon. Moi, personnellement, je pense que c'est Roland-Garros. Pourquoi? Pas parce que Wimbledon est le premier, le plus ancien, celui qui a le plus d'histoire. Et il a voulu, c'est le choix de Wimbledon, de le garder dans toute sa tradition. Et donc, il y a une sorte de... Je sais pas comment dire, c'est un tournoi qui est majestueux. Ouais. Voilà. Et Roland? Mais Roland est exceptionnel. Pour moi, c'est le plus grand tournoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel dans Roland? Je dirais que les 4 grands chelems sont les 4 plus grands tournois du monde. Mais Roland-Garros et Wimbledon sont les 2 qui sont le plus ancrés dans la tradition. Et je trouve que le jeu sur terre battue, c'est le jeu le plus intéressant des 4. Pourquoi les Français ne parviennent pas à s'y imposer? Tout simplement parce que les Français ne sont pas au sommet du tennis mondial. S'ils y étaient... Mais pourquoi? C'est une très bonne question. Une des raisons pour lesquelles ils ne le sont pas, c'est que beaucoup des meilleurs joueurs français n'avaient pas le mental des champions. C'est un problème de mental, c'est pas forcément parce qu'on s'entraîne pas assez sur terre battue? Non, pas du tout. Parce que c'est l'explication qu'on entend la plupart du temps. Ça joue, c'est vrai que tous les centres d'entraînement où ils s'entraînent sont à Paris, où on joue en indoor et souvent sur dur la plupart de l'année. Mais non, ceux qui gagnent Roland-Garros, c'est pas par hasard, c'est des joueurs qui sont au sommet du tennis mondial. Mais alors pourquoi les Français vous ont pas plus sollicité? Ça, il faudra leur poser les questions. On a vu émerger en 2017 le tournoi Next Gen, où l'on voit des innovations. Vous avez fondé l'Ultimate Tennis Showdown, dans un décor absolument majestueux, qui sont les arènes de Nîmes. Vous trouvez sincèrement le tennis historique trop peu spectaculaire? Non, je critique pas le tennis parce que je l'aime. Je suis un fan historique du tennis, parce que la fanbase du tennis a été créée dans les années 70 et les années 80. La fanbase a 61 ans aujourd'hui et vieillit chaque année, et il est impérieux pour le tennis de renouveler cette fanbase et d'aller séduire les jeunes. Aujourd'hui, le tennis, de par son format, ne séduit pas les jeunes. Les jeunes, ils font plus du padel que, par exemple... Alors ça, c'est la pratique, mais ils ne regardent pas de tennis, tout simplement parce que c'est trop long, c'est trop lent, ça ne répond pas au code de consommation d'aujourd'hui. Vous voulez goisiner le tennis, c'est ça?
Pardon? Comme Max Guazzini a fait avec le rugby. Peut-être, oui, sûrement, c'est sûrement une bonne comparaison. Allez, une toute dernière question. Comment acquérir un mental de gagnant ou un mental de résilient? D'un mot. Alors, il faudra lire mon livre, mais par des petites victoires quotidiennes et en se mettant en route, en se mettant au travail. Ça se travaille, le mental, comme le reste. Les émotions sont de bonnes sources de motivation, mais aussi de mauvaises conseillères. C'est ce que vous apprendrez dans ce livre. Mais vous apprendrez aussi à gérer justement cette problématique. Vous apprendrez énormément de choses. Le livre est absolument passionnant. C'est un antidote à la déprime, un manuel de courage. Absolument à lire, absolument à offrir. Votre potentiel est infini. Rien n'est donné, mais rien n'est interdit. C'est ce qu'on retient de ce livre chez Albin Michel. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup pour l'invitation. Voilà, point de vue, c'est fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit.